Chers compatriotes, bonjour. Bonjour. Avant tout propos, je voudrais vous inviter à observer avec moi une minute de silence en la mémoire d'un digne fils de notre pays, l'une des figures emblématiques de l'Église catholique en Centrafrique, Monseigneur Joachim Dayen, archevêque émérite de l'archidiocèse de Bangui, décédé ici à Paris le 13 juin courant de suite d'une maladie. Chers compatriotes, je ne saurais exprimer la joie et le plaisir que je ressens en vous retrouvant aujourd'hui à Paris. Très nombreux et très enthousiastes depuis notre dernière rencontre à Lyon, il y a environ 4 ans. Ça a été rappelé ici. Je vous remercie pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à moi et à ma délégation, ainsi que votre présence massive à cette rencontre. J'ai voulu saisir l'opportunité que m'a offerte le président français Emmanuel Macron de participer au sommet sur un nouveau pacte financier mondial pour vous entretenir sur la situation de notre pays en partage. Vous savez que l'un des principes de gouvernance que j'ai imprimé à notre pays depuis 2016 est le devoir de redevabilité, l'obligation de rendre compte au peuple souverain de l'exercice du mandat qu'il m'a confié. C'est aussi ma manière d'exprimer ma reconnaissance et mon respect vis-à-vis de mon peuple qui m'a accordé, renouvelé sa confiance dans des conditions parfois douloureuses. Je suis fier de vous, Centrafricains de l'étranger, représentés ici par ceux de l'Europe, notamment de France, car en dépit de l'éloignement, vous ne cessez chacun à sa manière de contribuer à l'ancrage démocratique, à la paix et au relèvement de notre pays. Je me réjouis de constater qu'en dépit des manipulations, des désinformations, des tentatives d'intimidation et des menaces de haine véhiculées par quelques enfants égarés du pays ou les relais locaux de ceux qui renient notre souveraineté et qui veulent nous maintenir dans la pauvreté et la dépendance, la fibre patriotique n'a pas rompu. Votre mobilisation grandiose ici à Paris est le témoignage plausible de votre attachement indéfectible à notre pays en partage et déjoue tous les pronostics diaboliques
lié à mon invitation à cet important sommet mondial dont les recommandations, si elles sont suivies d'actes, permettront aux pays fragiles comme le nôtre de mobiliser des ressources financières nécessaires à la lutte contre la pauvreté. Je vois ici des compatriotes issus des partis politiques de la majorité, comme de l'opposition démocratique, de la société civile et de diverses associations qui font le dynamisme de notre démocratie. Nous sommes ici pour parler de la République centrafricaine, notre pays en partage, meurtri par plusieurs décennies de crise militaro-politique sur fond de rivalité ethnique, tribale ou régionaliste. Chers compatriotes, ainsi que je l'ai rappelé lors de ma prise de fonction le 30 mars 2021, vous m'avez confié il y a 3 ans un second mandat de 5 ans pour présider aux destinées de notre pays. Je ne vous remercierai jamais assez de cette marque de sympathie et de confiance à laquelle je reste très très sensible. Nous partageons tous cette lourde responsabilité dans un contexte économique difficile et un environnement international délétère. Le temps ne nous permet pas de revenir sur les réalisations tangibles de notre mandat. Chaque année, je me fais le devoir de le présenter à l'occasion de l'anniversaire de ma prise de fonction, et vous les suivez certainement au regard des messages d'encouragement que nous enregistrons, soit directement, soit à travers les réseaux sociaux. La majorité de nos concitoyens vivant sur le territoire national témoignent que beaucoup a été fait, notamment dans les domaines de la sécurité, de la reconstruction de nos forces de défense et de sécurité, de la réconciliation nationale, de la lutte contre l'impunité, des infrastructures de base, de la santé, de l'économie numérique, de l'énergie, des mines, des routes, si l'on tient compte du contexte mondial controversé et des obstacles endogènes et exogènes. Mais il faut reconnaître que beaucoup reste à faire pour asseoir une réelle indépendance, pour faire reconnaître notre droit inaliénable à disposer de nous-mêmes et pour sortir notre pays de la pauvreté. Sur le plan du retour de la paix et de la sécurité, je dois rappeler à ceux qui auraient tendance à oublier l'opprobre et la misère dans lesquels le pays était plongé par les événements douloureux de 2012-2013, que notre pays revient de très loin grâce à la résilience de son peuple. Souvenez-vous que notre pays, la République centrafricaine, au regard de son histoire tragique, était qualifié par certains observateurs comme l'illustration caricaturale d'État failli, un État fantôme ayant perdu toute capacité institutionnelle significative. Au regard de l'ampleur des atrocités commises par les forces négatives en présence, d'autres observateurs avaient affirmé que notre pays était dans un état de pré-génocide ou encore victime
d'une maladie originelle en apparence incurable. Cette maladie peut être la trahison par certains, la division, le tribalisme pour d'autres. Chacun de nous est libre de poser son diagnostic et de déceler cette maladie incurable qui ronge notre pays depuis son indépendance. En prenant l'unique exemple de la division, permettez-moi de rappeler ici la mise en garde prophétique du père fondateur de la République, Feu Barthélémy Boganda. Je cite: la division, le tribalisme et l'égoïsme ont fait notre faiblesse dans le passé. La division, le tribalisme et l'égoïsme feront notre malheur dans l'avenir. Fin de citation. Il est à regretter que plus de 60 ans après l'indépendance, certains de nos compatriotes n'ont pas encore perçu le danger que représente la division, la trahison, le tribalisme et l'égoïsme pour notre nation. N'ignorons pas que les messages de violence, de division, d'incitation à la haine tribale, à la rébellion contre les autorités établies, essentiellement motivées par la recherche ou la protection des intérêts égoïstes devenus viraux sur les réseaux sociaux, continuent de faire le lit de notre malheur. L'un des malheurs qui frappe notre pays depuis une décennie est l'embargo imposé par les Nations Unies sur les armes à destination de nos forces de défense et de sécurité. Les populations sans défense, constamment en danger de succomber sur les attaques des groupes armés, s'étaient déplacés sur des sites de fortune, ironiquement appelés Ledger, au plus fort moment de la crise militaro-politique en 2013. Or, depuis 10 ans, nos forces de défense et de sécurité sont paralysées par cet embargo, alors que l'événement qui a justifié son imposition a disparu depuis le retour à l'ordre constitutionnel le 30 mars 2016. Je rappelle à notre triste souvenir commun qu'une partie de l'opposition avait demandé à la communauté internationale de maintenir l'embargo sur les armes à destination des forces de défense et de sécurité nationale. Je ne voudrais pas revenir sur les tristes conséquences de cet embargo, car chacun de nous a de près ou de loin été victime des atrocités des groupes armés, principaux bénéficiaires de cet embargo. Ce bref rappel historique me paraît nécessaire car certains de nos compatriotes, notamment ceux qui ont des responsabilités politiques, morales, civiles et pénales dans la situation dramatique qu'a connue notre pays, tentent de la faire oublier en tentant désespérément de détourner l'attention des victimes sur leurs responsabilités pénales et dans la situation actuelle de notre pays. Mes chers compatriotes, souvenez-vous des messages toxiques, irresponsables et cyniques publiés
appelant les différents groupes terroristes à se mobiliser pour replonger le pays dans le chaos et le désespoir. Vous avez également suivi les messages vidéo sur les réseaux sociaux, publiés par un groupe de mercenaires étrangers et certains concitoyens à la solde des ennemis de la nation, visant à porter atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de notre pays, ainsi qu'à l'intégrité physique des autorités légitimes. Depuis l'année dernière, nous assistons malheureusement au passage à l'acte, au commencement d'exécution des plans de déstabilisation du pays. En effet, souvenez-vous que le 11 novembre 2022, alors qu'ils étaient en mission dans la Vakada, en vue de sélectionner les pistes rurales à réhabiliter, dans le cadre du projet d'urgence de rétablissement des infrastructures et de connectivité en Centrafrique, le projet public, le chef de cellule des pistes rurales du ministère de l'Équipement et 2 experts des LUNOPS ont été pris en otage par un groupe rebelle se réclamant du Conseil de résistance pour la transition, CRT. Le 28 novembre 2022, le personnel d'une société chinoise chargée de la réhabilitation de la route Bois-Yéloa a été attaqué par la CPC, occasionnant ainsi la mort d'un soldat et la prise en otage d'un Chinois. Dans la nuit du 27 au 28 novembre 2022, une attaque terroriste a été perpétrée par la CPC contre la population civile à Bossangwa et le bombardement de l'usine d'agrénage de coton située dans la petite ville. Le 14 février 2023, des éléments des FACA en mission ont été pris en otage par la CPC à Sikikede, dans la Bakara. Le 17 février, un douanier et un agent de la santé en mission dans la préfecture de l'Impende ont été assassinés par la CPC. Le 19 mars 2023, 9 ressortissants chinois ont péri suite à une attaque terroriste sur un site minier à 25 km de Bambari. Le 23 mars 2023, 5 personnes ont été tuées, dont 3 soldats et un enfant de 7 ans, dans l'attaque terroriste de la CPC à Kadjama, à 35 km de Magunda, dans la préfecture de Loire. Le 15 mai 2023, 4 militaires ont été assassinés par la CPC dans une embuscade à Benzambé, dans Loire. Mes chers compatriotes, le temps ne nous permet pas de continuer le décompte macabre des appels à la violence contre la population lancés par les compatriotes en mal de légitimité populaire. Je rappelle néanmoins que le 14 juin 2023, tout récemment, 86 écoliers et leurs maîtres ont été pris en otage au village Kotosissé 1 par les mercenaires de la CPC.
cet acte terroriste qui nous rappelle l'enlèvement de 276 lycéennes de Chibok au Nigeria par Boko Haram en 2014 a créé une grande psychose dans la population et un traumatisme inouï chez les enfants en cette période d'examen scolaire. Tous ces crimes ont été documentés. Des enquêtes judiciaires ont donc été ouvertes en vue de rechercher les auteurs, co-auteurs et complices et les traduire devant les juridictions compétentes. Je tiens à rappeler qu'il n'y a aucune place pour l'impunité dans la Nouvelle République. La Nouvelle République que nous construisons patiemment depuis le 30 mars 2016. Mes chers compatriotes, je n'ai cessé de dénoncer les appels à la violence, les propos haineux qui minent le socle fragile de la réconciliation nationale et du vivre ensemble. Sans doute, certains opposants ont-ils des raisons personnelles à encourager les groupes terroristes à mettre le pays à feu et à sang, à prendre nos éléments de défense et de sécurité en otage, à prendre des écoliers en otage, à voir leurs concitoyens demeurer dans la misère. Vous avez tous suivi avec stupéfaction les appels lancés par certains compatriotes de l'opposition à l'endroit des partenaires de notre pays, leur demandant de suspendre toutes les aides destinées au peuple centrafricain. Résultat, les appuis budgétaires ont été suspendus depuis 2019. Mon devoir de père de la nation me commande de vous dire clairement qu'il s'agit d'une tendance dangereuse qu'il nous faut inverser. Et je compte sur vous. Je compte vraiment sur vous. Nous sommes là. Compatriotes de l'étranger. Pour nous accompagner dans la lourde tâche de réconciliation nationale et de pacification de notre pays. Mes chers compatriotes, les ennemis de la paix sont certes déterminés à replonger le pays dans une guerre civile pour satisfaire leurs intérêts personnels, familiaux, partisans et égoïstes. Mais ma détermination à ramener la paix, la sécurité, ainsi que le soutien du peuple sont indéfectibles. Je puis vous rassurer que chaque jour, toute mon attention, tout mon zèle se tourne vers la satisfaction des besoins élémentaires de mes concitoyens. C'est d'ailleurs cet objectif qui nous a amenés à intensifier nos relations avec tous les pays qui souhaitent nous appuyer dans notre lutte légitime pour la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, nous contrôlons l'ensemble du territoire, même s'il y a encore quelques zones d'insécurité que nos forces de défense et de sécurité, appuyées par les alliés russes et rwandais,
dans le cadre des accords de coopération militaire s'emploie à pacifier. Je suis déterminé, conformément à mon serment, à ne laisser aucune once du territoire national aux mains des terroristes. Mais nous savons que notre détermination à ramener la paix n'est pas appréciée par ceux qui ont créé, armé, disséminé les groupes terroristes sur l'ensemble du territoire afin d'exploiter illicitement nos ressources naturelles et nous maintenir dans la dépendance et la pauvreté. Ne succombez surtout pas aux manipulations et aux désinformations. Les Russes, en République centrafricaine, les Russes sont en République centrafricaine dans le cadre d'un mandat de l'ONU et de l'accord de coopération militaire entre notre pays et la République centrafricaine. C'est grâce à l'appui des forces bilatérales russes et rwandaises que nos forces de défense et de sécurité nationale ont pu stopper les assauts de la CPC contre Bangui et d'éviter une nouvelle guerre civile en décembre 2020 et janvier 2021. Bien entendu, ceux qui ont intérêt à ce que notre pays replonge dans le chaos et qui ont vu leur dessein criminel stoppé ne pourront apprécier cette coopération efficace. Notre pays reste disposé à entretenir des relations mutuellement bénéfiques et cordiales avec tous les pays du monde. Ils souhaitent nous aider à sécuriser notre territoire et le mettre sur la voie du développement. Je remercie tous les pays amis qui soutiennent nos efforts visant à rétablir la stabilité. Maintenant, sur le plan économique et financier, la République centrafricaine, nous l'avons souvent répété, est un pays potentiellement riche. La mission que vous m'avez confiée est de transformer, quelqu'un l'a rappelé ici, transformer cette potentialité en opportunité. De créer une économie en croissance et d'assurer la prospérité de nos concitoyens. Pour atteindre ces objectifs, la seule manière entrevue consiste à trouver des solutions innovantes pour pouvoir financer les secteurs clés de l'économie, notamment l'agriculture, l'énergie, les mines, les forêts. En sortant des sentiers battus, nous avons promulgué la loi relative aux crypto-monnaies, vous l'avez rappelé, laquelle a été modifiée en parfaite collaboration avec nos partenaires techniques et financiers. Il s'agit d'une vision orientée vers l'avenir et vers le progrès. Notre nation doit pouvoir suivre son destin et se connecter le plus rapidement possible au monde le plus dynamique, le plus moderne et le plus populaire actuellement, le monde des crypto-monnaies. Car nous pensons avant tout à la manière dont il changera la vie de nos concitoyens et à la façon
dont nous réussirons à créer une économie stable et une économie prospère. Le projet Sango qui en résulte sera ce dont nous avons besoin, pour mettre en place les mécanismes permettant la création des revenus, le bon fonctionnement du circuit financier, afin de générer une économie durable et faire démarrer les moteurs de notre économie. Je voudrais également dire un mot sur le projet de loi sur la tokenisation de nos ressources naturelles. En effet, face aux barrières existantes, aux contraintes d'accès au financement extérieur et au marché des capitaux, nous avons estimé nécessaire de nous orienter vers la technologie blockchain, dont la finalité serait de mobiliser facilement des ressources financières au profit de nos communautés de base et pour le développement économique. Je comprends cependant le doute de certains compatriotes, car il s'agit des solutions innovantes. Mais je dois vous assurer que cette solution est utilisée par des États et de millions de personnes dans le monde et continue de séduire de plus en plus d'utilisateurs, des institutions publiques et privées. Mes chers compatriotes, le dernier sujet d'intérêt national sur lequel je voudrais vous entretenir est celui du référendum constitutionnel du 30 juillet 2023. Ainsi que je l'ai affirmé en de nombreuses circonstances, mon seul objectif est de mériter votre confiance renouvelée. C'est déjà fait. En répondant toujours à vos attentes. Bien sûr. En me soumettant à la volonté du peuple souverain. Évidemment, nous sommes là. Car la démocratie en elle-même est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Il me paraît important de rappeler que la question de la révision ou du changement de la Constitution a été posée par certains compatriotes avisés dès le lendemain de sa promulgation le 30 mars 2016, alors que les institutions prévues n'étaient pas encore totalement mises en place. Des constitutionnalistes centrafricains ont estimé que la Constitution de 30 mars 2016 était inapplicable, car elle serait mal phagocytée. Certains compatriotes avaient appelé à réviser la Constitution afin de neutraliser les contradictions, éliminer les aberrations, combler les lacunes ou
traquer les incohérences. Vous saurez les auteurs de ces propos. Tout à fait. D'autres, plus critiques, ont estimé que la constitution soumise au référendum en 2015 était mauvaise, et ce principalement et fondamentalement parce qu'elle est tout sauf la loi fondamentale des Centrafricains. Motif tiré de ce qu'elle aurait été adoptée par le Conseil national de transition, autorité illégitime d'une part, et rédigée par d'experts étrangers commis par la communauté internationale de droit. L'idée de la réécriture de la Constitution ainsi lancée dès 2016 a fait son cours et a pris une nouvelle proportion lors du dialogue républicain. Depuis le dialogue républicain, une grande majorité de la population et des forces vives de la nation se sont exprimées à travers des pétitions, des mémorandums, des marches organisées sur l'ensemble du territoire national, m'invitant à doter la République centrafricaine d'une nouvelle constitution qui reflète les aspirations profondes du peuple à la paix, à la sécurité, à la stabilité, à la souveraineté effective, à la croissance et à l'émergence du pays. Le 30 mars dernier, à l'occasion de la célébration du 2e anniversaire de mon second quinquennat, une partie de l'opposition démocratique avait réclamé une nouvelle constitution pour la République centrafricaine. Reconnaissons-le, en dépit des résultats obtenus dans la pratique de la constitution de la constitution de 30 mars 2016, celle-ci reste néanmoins caractérisée par l'empirisme qui s'expliquait par l'urgence des tâches à accomplir pour un retour définitif à l'ordre constitutionnel et comporte des dispositions qui pourraient compromettre le développement économique, social et culturel et politique de notre pays. C'est pourquoi certains compatriotes l'ont trouvée insuffisante pour des motifs divers et variés, notamment en ce qu'elle ne propose pas de solution appropriée aux causes des conflits militaro-politiques récurrents que connaît le pays, qu'elle n'affirme pas clairement la souveraineté de l'État centrafricain, ni l'indépendance nationale, ni le droit à l'autodétermination du peuple centrafricain. Bref, qu'elle ne reflète pas suffisamment les aspirations profondes du peuple centrafricain. Ainsi, à l'instar des autres pays du monde, notre pays, ainsi que je l'avais rappelé, connaît des évolutions profondes, de long terme, des bouleversements aux effets destructeurs, dont par exemple la Covid-19, les changements climatiques, les menaces contre la paix et la sécurité mondiale, le bouleversement de l'ordre mondial, le terrorisme, l'extrémisme violent, la criminalité transfrontalière et la radicalisation qui appelle la réforme profonde de l'État. Avec la disparition progressive des causes qui avaient engendré cet ordre supérieur et la nécessité de corriger les imperfections soulevées par les différents courants d'opinion, j'avais proposé
dans mon projet de société, auquel vous avez massivement adhéré lors du scrutin présidentiel du 27 décembre 2020, la réforme profonde de l'État, à l'effet de l'adapter à l'évolution de notre société et à l'évolution du monde. Cette ambition projet de réforme de l'État n'a pour objectif que de promouvoir nos valeurs, de permettre à notre jeune démocratie d'être plus dynamique, d'améliorer le fonctionnement régulier des institutions, en mettant plus l'accent sur la transparence, la redevabilité, de rêver d'un avenir radieux et meilleur pour la République centrafricaine, notre cher et beau pays en partage. La dernière manifestation grandiose du 31 mai 2023, au lendemain de la publication du décret convoquant le référendum constitutionnel pour le 30 juillet prochain, m'a rassuré d'avoir agi dans le sens voulu par le peuple. Mes chers compatriotes, le 30 mai 2023, j'ai décidé, après consultation du président de la Cour constitutionnelle et du président de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 90 de la Constitution du 30 mars 2016 et de l'article 2 de la loi du 13 janvier 2023 fixant les procédures du référendum à République centrafricaine, de soumettre au référendum le projet d'une nouvelle constitution de la République centrafricaine. Je réaffirme que rien n'est au-dessus du peuple souverain. Le peuple est au-dessus de la Constitution. Le peuple est au-dessus du président de la République. J'ai déjà rassuré ceux de nos compatriotes qui auraient des raisons de redouter l'avènement d'une nouvelle constitution. À ceux qui font de ce projet une fixation particulièrement sur le mandat présidentiel et qui me prêteraient des intentions de m'éterniser au pouvoir. Pourquoi pas? L'organisation d'un référendum constitutionnel dans les conditions requises par la Constitution ne saurait être valablement analysée comme une volonté du président de la République d'empêcher l'alternance politique, gage de la démocratie et de l'état de droit. Je les exhorte, par respect pour ce peuple meurtri et épris de paix, de le laisser opérer son choix le 30 juillet 2023. Chacun est libre, dans le cadre de la loi, de battre campagne pour le oui ou pour le non. Exactement. C'est le oui. Le seul arbitre souverain, c'est le peuple. On peut voter même aujourd'hui. Mes chers compatriotes, j'ai pris
en faveur des compatriotes de l'étranger par la nomination de plusieurs d'entre vous au gouvernement et dans les institutions de la République. Plusieurs autres ont été élus députés de la nation. Le gouvernement a été instruit de créer un cadre innovant de dialogue entre vous et les entités étatiques nationales, ainsi que les conditions favorables à ceux d'entre vous qui auraient l'intention de créer des micro-entreprises au pays. D'amener des investisseurs privés étrangers sérieux à contribuer au développement de notre pays. Notre pays est certes économiquement pauvre. Il manque d'infrastructures de base. Nous en convenons. Mais il a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils pour se reconstruire. Vous me direz que vous ne pouvez pas vivre dans de telles conditions. Néanmoins, je vous invite à rentrer au pays pour apporter nous instruit que le poulet n'a jamais refusé à l'eau la faute de ses déchets. Je vous invite vraiment à dénoncer les désinformations, les messages de violence, de haine et d'incitation à la rébellion, à la destruction de notre pays. D'où qu'ils viennent. Je vous exhorte. Nous sommes engagés, notre président. Je vous exhorte enfin à respecter la réglementation de votre pays d'accueil et à exercer entre vous et surtout à exercer entre vous une solidarité sincère, fructueuse. Vive la diaspora centrafricaine.
yeke mundo, yeke bayanga yeke mundo, yeke mundo, mandameti yeke mundo, yeke mundo, yeke bando yeke mundo, yeke mundo, otro que mai yeke mundo.